Merci Stéphanie. Donc, Brolu, quid de la tolérance? Je ne sais pas si je dois dire merci à Isabelle pour le sujet. Elle est où Isabelle? Bon, allez, on y va. Donc, mes conflits d'intérêts potentiels, et on avance. Alors, ça, ici, si vous avez les tableaux, vous savez, les deux études pivotales pour le brolucizumab, c'est OK-Arié. Et donc, je vous tourne un peu le dos, hein, je suis désolé, parce que c'est beaucoup plus, moi, c'est trop petit en face de moi. Donc ici, je vois beaucoup mieux. Donc, tolérance dans les études OK-Arié pivotales, pas de souci particulier sur la tolérance systémique, ce qui est déjà quelque chose de très important. Et problème potentiel sur la tolérance oculaire, avec, vous voyez, 1,7 d'IVI, 2,2 d'UVI, etc. D'en haut, pas dans Arié, et à l'époque, ce que nous disait Novartis, c'était que c'était juste pour les patients, et ça je veux bien les croire, hein, c'était surtout les patients japonais de l'étude Hawk qui avaient surtout de l'UVI. Donc est-ce que les ophtalmos japonais étaient un peu plus précis, cherchaient un peu plus? Bon, on ne savait pas bien. Qu'est-ce qu'on connaît de la tolérance avec les trois anti-VEGF classiques? Rani, aflibercept, bevacizumab. Qu'on peut avoir une inflammation intraoculaire dans 0,03 à 2,9% par injection. Qu'aucun rapport de vascularité rétinienne, du moins aucun rapport, donc on n'a pas rapporté de vascularité rétinienne liée à l'inflammation. Et on a des rares cas d'occlusion de l'artère rétinienne, mais en l'absence d'inflammation, qui ont été rapportés avec ces trois anti-VEGF. Donc vous voyez des taux extrêmement bas d'occlusion de l'artère centrale de la rétine ou de branche, en fonction des pathologies en haut et surtout en fonction des anti-VEGF, avec des taux de 0,06% ou 0,1% avec le Rani ou 0,08% avec la aflibercept. Bon. En dehors de toute inflammation. Ce qu'on sait avec OK-Arié, en pratique, vous avez ici les études OK-Arié. Ce qui est plus intéressant, c'est de regarder ce que je vous ai rajouté à droite. Je vous ai rajouté à droite ce qu'il y a dans le label, dans l'AMM américaine, et puis encore ici. Et puis encore plus à droite, les résultats poulés, en fait, OK-Arié, plus sympa. L'inflammation intraoculaire, 4% Brolu, 1% Afli. Dans les études poulées, on est à 4,4% Brolu, 0,8% Afli. Pour l'occlusion de l'artère rétinienne, on est à 1%, moins d'1%. En pratique, ici, dans OK-Arié, c'est 0,8 et 0,1%. Et pour l'endophtalmie, dans l'AMM américaine, ils disent 1%, inférieur à 1% avec l'Afli. Et en fait, dans OK-Arié, dans l'étude poulée, c'est 0,7, 0,1. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer, parce que là, il faut aller vite, hein, finalement. Donc, il y a eu toute... en fait, on s'est rendu compte dans post-marketing, en post-data, c'est en phase 4, qu'il y avait des soucis, parce que OK-Arié, il y avait beaucoup de patients, mais pas assez, finalement. Quand vous avez un événement indésirable qui est rare, on a besoin de beaucoup d'injections, beaucoup de patients pour se rendre compte. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Et donc, ça a commencé à la Macula Society en février 2020. Ensuite, Novartis a lancé son site brolu.info sur lequel vous trouvez tous les chiffres que je vais partie des chiffres que je vais vous montrer aujourd'hui. Et puis, ils ont lancé ce qu'on appelle le SRC. Vous allez revoir cet acronyme au cours de ma conférence là, qui va suivre, les diapos qui vont suivre. Le SRC, c'est un comité de review de la tolérance indépendant que Novartis a réuni pour étudier OK-Arié a posteriori. Et donc, on a différentes conclusions qui ont été émises. Ce qui a mis vraiment le feu aux poudres aux États-Unis et qui a fait baisser le nombre d'injections de Brolu, c'était cet éditorial de Rosenfeld. Est-ce que, vous vous souvenez du 737 MAX? Et donc, sa question, c'était, est-ce que... en gros, il fait une équivalence, une similarité entre le Brolu, potentiellement, il pose la question, et le 737 MAX. Et donc, sa conclusion, elle est dure, hein, je vous l'ai mise ici. Face au risque connu, son utilisation est injustifiée. Nous louons la surveillance post-commercialisation de la communauté vitréo-rétinienne dans l'identification de ces événements. C'est très noir. La vraie vie, c'est pas ça non plus. Donc là, au départ, il faut comprendre ça comme on s'attendait à avoir vraiment une super tolérance. On reçoit un coup de bâton parce que plusieurs de nos patients ne vont pas obligatoirement très bien. Et donc, je suis extrêmement négatif et j'écris un éditorial extrêmement agressif et négatif. Dans la vraie vie, c'est pas noir, c'est pas blanc, c'est gris. Alors, qu'est-ce qu'on sait? C'est dur de résumer, parce qu'il y a plein de données qui arrivent, plein de données, en même temps pas assez, mais plein de données quand même qui sont disponibles. Alors, j'essaie de vous résumer un peu les différentes choses. Ce que je vais vous lire, c'est ça. La plupart des cas de complications réelles sont associés à de l'inflammation. 92% ont de l'inflammation. L'inflammation et potentiellement les complications qui sont la vascularite
et la vascularite qui peut se compliquer d'une occlusion vasculaire, c'est ça le gros souci, en sachant que toutes les occlusions vasculaires ne vont pas se compliquer de baisse d'acuité visuelle. Le vrai souci, au final, c'est la baisse d'acuité visuelle. Donc, 92% avec de l'inflammation. En moyenne, c'est 25 jours après la dernière injection, l'injection la plus récente de Brolu. La localisation de l'inflammation, c'est 31% antérieur, 27% postérieur seulement, 35% antérieur et postérieur. Et ce qui est intéressant, c'est de noter que c'est surtout les artères, 91%, mais aussi les veines, 79%, ou la choroïde aussi, 48%, c'est pas zéro. Hein. Et puis parfois aussi le nerf optique. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce rapport-là de la SRS, donc là de l'association américaine. 3/4 des événements arrivent dans les 6 premiers mois d'utilisation avec le Brolu. 1/4 après. Donc il y a quand même 1/4 après. Et donc, encore une fois, cette phrase-là pour dire c'est associé à de l'inflammation. Alors ce tableau il est intéressant parce qu'on voit ici le CRC a étudié 50 patients, donc 28 sur un total de 50 avec de l'inflammation sûre ou probable. Bon. Ce qui est intéressant, c'est de voir ici 4,6% d'inflammation, 3,3% de vascularite, 2,1% d'occlusion vasculaire, et de regarder ceux qui ont des baisses d'acuité de plus de 15 lettres, donc ceux qui nous embêtent. En gros, c'est 30% des occlusions vasculaires, ce n'est pas tous. Donc ici, up to date, parce que ces chiffres-là, vous ne les avez pas encore vraiment vus si vous n'êtes pas allé sur le site, parce qu'ils sont pas encore, on les voit pas dans les autres congrès. Donc là, je les ai mis à jour, pour tout vous dire, ce matin sur l'ordinateur d'Isabelle, parce que je les ai récupérés hier, je ne savais pas que c'était encore à jour, bon, peu importe. Alors, le fait d'avoir 3 événements indésirables, c'est-à-dire vascularite seule, ou occlusion vasculaire seule, ou vascularite et occlusion, ça nous fait 13,64 pour 10 000 injections. C'est-à-dire, c'est 1 pour 1000 en gros. Donc, les vascularites rétiniennes seules, c'est 4,5 pour 10 000. L'occlusion vasculaire rétinienne seule, c'est 3 pour 10 000. La vascularité et occlusion vasculaire, c'est 6 pour 10 000. Et la baisse d'acuité visuelle de plus de 15 lettres, c'est 4,86 pour 10 000. Alors, je vous le fais plus simple. Donc, ce qu'il faut retenir de tous ces chiffres, c'est le risque d'occlusion d'une vascularite occlusive, c'est ça qui nous embête, avec une baisse d'acuité visuelle sévère. En gros, c'est 30%, comme je vous l'ai dit. Ça nous ferait une occlusion vasculaire avec baisse d'acuité visuelle sur 5500 injections. Bon, c'est pas beaucoup quand même. Hein. Alors, c'est embêtant, hein, c'est sûr, mais c'est pas beaucoup. Et donc, c'est toujours pareil en médecine. Hein. J'aurais pu rajouter la balance, mais je n'ai pas rajouté la balance, mais c'est bénéfice-risque, hein, c'est une balance. Et le risque de perte d'acuité visuelle sévère, pas que avec cette occlusion vasculaire, c'est 1 pour 2000. Quand on regarde ce 4,86 pour 10 000 injections, ça fait 1 pour 2000. Le taux d'inflammation intraoculaire avec la aflibercept, je vous l'ai remarqué, c'est l'ordre de 0,012%. Donc ça fait 1,2 pour 10 000 flacons, pour 10 000 injections. Donc c'est plus bas quand même. Hein. Ce qui est intéressant aussi, c'est ça. C'est que le rapport du SRC regarde le pourcentage de perte de vision de plus de 15 lettres dans l'étude au Chiarier. Et en gros, on a le même pourcentage que ce soit Brolu ou l'AFLI. Or, on a un peu plus d'effets secondaires par le Brolu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, c'est une hypothèse, mais potentiellement, on peut se dire que c'est parce que justement, la différence, c'est parce que le Brolu contrôle peut-être mieux la maladie que l'AFLI. Possibilité. C'est pour ça qu'au final, ça fait le même pourcentage. Donc, c'est tous les événements, du moins, c'est la conférence de Stéphanie avec les potentiels avantages que peut apporter le Brolu. Donc ici, je voulais juste vous montrer différentes photos où c'est sympa de voir un peu ce qui se passe. Donc, vous voyez, par exemple, ici, vous avez ce patient qui a une démêla. Ce blanc, on voit très bien ce blanc ischémique. Donc, c'est une occlusion artérielle que vous avez ici, avec, regardez bien l'hypereffectivité dans la couche interne, par exemple. Parfois, les vaisseaux artériels disparaissent. On voit ici avec l'angiographie, l'artère qui n'est pas vascularisée, qui n'est pas irriguée. D'autres photos, je me suis dit que c'était intéressant de vous montrer les photos. Vous avez ici de la matière un peu grise dans l'artère. Là encore, c'est l'artère. On le voit ici, c'est ce dépôt-là. On voit au niveau des flèches... c'est où ? Oui, c'est ça. Là, c'est le blanchiment rétinien, la flèche bleue, le long de l'arcade. Donc, on voit potentiellement la moindre perfusion. On voit des effets masques aussi, parfois. Faire attention, parfois, ce n'est pas de l'ischémie, c'est des hyalites. Il y a de la hyalite, donc potentiellement, on peut avoir des effets masques.
Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous montrer d'autre? Alors là c'est l'exemple même de la hyalite qui fait l'effet masque ici. Ce n'est pas une non-perfusion. Là, encore une fois, le blanchiment. Voilà le type de tâches, du moins de signes qu'il faut rechercher au fond d'œil. Là, ici, on a des taches de coton autour du nerf optique, dit l'article de Baumal. Ici, cette fois, c'est périveineux. Donc, vous voyez tous ces engainements qu'on vous montre avec des petites flèches périveineuses. Donc, c'est sûr que si on ne cherche pas, on regarde que la macula, on ne va pas trouver. Ça, c'est évident. Alors, par contre, potentiellement, il y a peut-être de l'inflammation, il y a peut-être plus de tyndale, il y a peut-être plus d'une hyalite qu'on ne voit pas d'habitude et qu'on va voir dans ces patients qui vont nous pousser à faire des photos grand champ, de l'angiographie grand champ, etc. Bon, je vais passer, sinon on va être très en retard encore. Alors oui, ça c'est intéressant parce que le cas que je vous ai montré, ils ont essayé la corticothérapie topique, bon, ça n'a pas marché, ça ne sert à rien, ça c'est compliqué après. Ici, c'est sous corticothérapie systémique. Donc là, il y a eu une amélioration de la vascularite, de l'occlusion, après corticothérapie systémique, on va dire, ou périoculaire, donc en tout cas pas topique. Là, un autre cas, alors, vous voyez, c'est des cas en fait, c'est pas beaucoup des cas, il faudrait 100, 200 pour savoir vraiment. Là, la vitrectomie n'a pas arrangé. Alors les hypothèses, c'est quoi? C'est que c'est probablement des anticorps locaux. Ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'avant même d'avoir la première injection de brolu, une partie des patients avaient déjà des anticorps anti-brolu. Parce qu'en fait, un des antigènes du brolu, on l'a rencontré déjà dans notre vie, donc les gens ont déjà développé des anticorps anti-brolu potentiellement, avant même d'avoir la première injection de brolu. Et on se rend compte que ceux qui font ces inflammations, a priori, ceux qui ont fait ces complications, ces inflammations, avaient quasiment, en grande majorité, des anticorps anti-brolu. Donc ça, c'est une des causes, c'est une des hypothèses annoncées. Les impuretés du médicament, bof. Le blocage intensif du VEGF, bof. Et puis après, on ne sait pas, peut-être qu'il y a des facteurs antigéniques chez le patient, des caractéristiques particulières. L'exposition préalable à un traitement anti-VEGF qui peut être un facteur de risque. En gros, on ne sait pas, quoi. Ici, c'était la description des effets indésirables dans le RCP. Et donc, c'est écrit, donc, les anticorps anti-brolu apparus en cours de traitement étaient détectés chez 23 à 25% des patients. C'est beaucoup, hein? Je ne fais plus rien. J'avance. Donc, un quart des patients présenteraient des anticorps anti-brolu après une exposition au brolu de 88 semaines. C'est pas moi, hein? Le bruit? C'est peut-être moi, je ne sais pas. Alors, sans toucher. Donc en pratique, les recommandations de la SRS en cas d'utilisation du brolu, c'était évaluer minutieusement le segment antérieur, le segment postérieur à la recherche de tout signe d'inflammation. Vous voyez de l'inflammation, vous ne faites pas de brolu, déjà. Après, il faut un consentement éclairé, approprié pour le patient. Toute inflammation constituée au brolu doit être suivie de près. En pratique, en vraie vie, je pense que si on voit de l'inflammation après du brolu, s'il n'y a pas encore d'occlusion ou de vascularite, on ne refait plus de brolu, on ne réinjecte plus. Ça paraît quand même assez logique et on traite tout de suite par une corticothérapie. Alors, il y a des groupes d'experts qui sont réunis par Novartis au niveau national, au niveau international, vous imaginez bien, pour essayer d'émettre des recommandations. L'angiographie grand champ est utile, on l'a vu dans les photos, parce que c'est parfois très périphérique. On n'a pas encore donc de recommandations officielles. Un retraitement par anti-VEGF doit être envisagé une fois l'inflammation intraoculaire complètement résolue, mais c'est sûrement une contraction future du brolu. La prudence est recommandée lors de l'injection du brolu chez les patients monophthalmes. S'il y a un souci, c'est embêtant, mais c'est sûr, aux injections bilatérales envisagées. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail. Vous pouvez aller dans cet article qui vient de sortir il y a, je ne sais pas, une petite semaine à peu près, dans l'ophtalmologie rétina, sur un groupe de travail sur la prise en charge potentiellement thérapeutique de soit l'inflammation intraoculaire, soit la vascularite rétinienne, soit la vascularite rétinienne compliquée d'occlusion. Avec les signes, c'est très bien fait, avec les signes, les symptômes. Ce qu'on doit faire à l'examen clinique, bon, en gros, c'est toujours pareil, c'est OCT, fond d'œil, rétine, angiographie grand champ. Ce qu'on va retrouver comme anomalie, donc les signes cliniques, et puis après, le traitement potentiel. En gros, je vous résume, corticothérapie. Donc, vous avez compris, voilà. Novartis a bien sûr des groupes de travail dessus. Quelle est la cause de ces événements? Comment caractériser les patients en risque? Comment on fait pour prévenir et diminuer l'incidence? Et comment est-ce qu'on traite ces événements-là? En pratique, je voudrais pas que le tableau soit noirci. C'est-à-dire qu'il faut être conscient de ce risque-là, qu'on ne connaissait pas bien, mais le tableau n'est pas noir. Je suis persuadé que le brolu, on va l'utiliser et on l'utilisera de plus en plus. Avec certaines précautions, c'est sûr. L'occlusion vasculaire avec baisse de vision, c'est 1 sur 5500 injections.
Bon, c'est horrible quand ça arrive, hein, surtout sur un monophthale, mais ce n'est pas non plus tous les sans injection, vous n'allez pas le voir tous les jours. Le vrai risque peut-être le plus embêtant, c'est s'il y a beaucoup d'inflammation, et si on doit revoir les patients régulièrement. Ça sera plus embêtant dans notre activité quotidienne. En tout cas, dans tous les pays, globalement, Beovu a toujours continué son processus d'autorisation, de remboursement, etc. Donc, vous voyez, ça n'a pas été un frein pour toutes les autorités scientifiques, FDA ou européennes ou japonaises. Donc, voilà ce que je voulais vous dire là. On a l'étude KITE, Isabelle nous le disait ce matin, donc, qui était positive dans l'OMD. Et puis, voilà, je vous remercie pour votre attention. C'était un peu long, Isabelle, je suis désolé.